Bienvenue dans le podcast Révolution bilingue. Aujourd'hui, nous partons aux Émirats à la rencontre de Sébastien Lafragette qui s'efforce de réinsérer la langue française dans ce pays. Le podcast Révolution bilingue est proposé par French Morning avec le soutien de Calec. Le plurilinguisme dans les pays du Golfe et aux Émirats en particulier fait la place belle à l'anglais après l'arabe, alors que le chinois gagne de plus en plus de terrain. Mais qu'en est-il de la langue française ? Allons-y, partons pour Dubaï pour en savoir plus. Alors bonjour et merci de nous rejoindre sur ce podcast. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ? Bonjour, donc je m'appelle Sébastien Lafragette, je suis coopérant depuis plus de 20 ans, je travaille donc aux Émirats Arabes Unis, au ministère de l'Éducation fédérale des Émirats Arabes Unis. À Dubaï. À Dubaï, le siège du ministère est à Dubaï et non dans la capitale Abu Dhabi, où il y a quand même une branche du ministère. Et je travaille à la fois pour l'administration française et l'administration émirienne. Ah, d'accord. Et donc, qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors, je suis expert pour le français au ministère, chargé de la coordination du programme de réintroduction du français dans l'enseignement public émirien, puisque le français a été enseigné dans ce pays jusqu'en 1987, et puis ça a disparu des programmes. Et donc là, c'est un souhait des Émiriens de vouloir réapprendre le français, réintroduire le français. Alors il y a la conjonction de deux approches. D'abord, il y a un plan d'action du ministère émirien, effectivement, avec une volonté stratégique d'introduire un certain nombre de langues autres que l'arabe et l'anglais dans le système. Donc ils sont assez ambitieux en la matière puisqu'ils veulent introduire une dizaine de langues. Et le français est la deuxième langue après le chinois à avoir été introduit. Le chinois il y a 3 ans et le français vient d'être réintroduit dans le système. D'accord. Et donc ils apprennent en priorité le chinois, mais j'imagine d'abord l'anglais de toute façon. Alors vraiment les deux langues, la première langue évidemment c'est l'arabe qui est la langue nationale, l'anglais qui a une place très importante, qui est l'une des principales matières enseignées dans l'enseignement public. Avec l'anglais en tant que langue, mais également certaines matières enseignées en anglais, notamment les mathématiques, les sciences. Et donc là, on voit l'arrivée de nouvelles langues, le chinois, le français et d'autres langues suivront. D'accord. Donc après, les jeunes Émiriens, finalement, quel est leur parcours finalement dans le multilinguisme ? Ils commencent forcément avec l'arabe, ensuite ils vont à l'école et... Qu'est-ce qui se passe ? Alors c'est un pays où il y a 90% d'étrangers, donc 90% d'étrangers. Oui, donc ça, il y a en gros 9 millions d'habitants, 900 000 locaux et tout le reste d'étrangers. Donc l'anglais est une langue véhiculaire vraiment incontournable dans tout le pays. Donc c'est-à-dire que où que vous alliez dans le pays, vous allez entendre parler anglais. L'arabe étant parlé dans les familles émiriennes, dans l'administration, dans les rapports avec l'administration. Vous trouvez également de l'anglais pour tous les documents publics, donc si vous n'êtes pas locuteur de l'arabe, c'est pas vraiment un problème, mais disons que les arabophones peuvent s'exprimer en arabe avec l'administration. Alors, quels sont les 90 autres pourcents finalement ? Alors, il y a beaucoup de gens, il y a de plus en plus d'asiatiques, donc il y a une très forte communauté indienne, pakistanaise, de plus en plus de Chinois, de Coréens, des Indonésiens, des Malaisiens. Après une communauté arabe, bien sûr, beaucoup d'Égyptiens qui ont une présence historique ici, des Lévantins, donc des Libanais, des Syriens, des Irakiens, des Jordaniens. Assez peu de représentants d'autres pays du Golfe qui viennent beaucoup en touristes mais qui habitent assez peu ici, et puis après des Européens, donc des Anglais, je pense que c'est la première communauté occidentale ici, et puis des Français, il y a à peu près 30 000 Français aux Émirats, ce qui est une des plus fortes communautés françaises à l'étranger, puis des Allemands, des Américains, enfin un peu de tout. Et donc, c'est un vrai brassage culturel, mais aussi linguistique finalement. Et comment est-ce que toutes ces communautés linguistiques s'en sortent
avec leur langue, mais aussi avec les langues locales. C'est l'anglais qui reste la langue. De toute façon, c'est la langue de la communication. C'est vraiment la langue véhiculaire. Alors c'est un laboratoire, c'est assez étonnant comme endroit parce que c'est vrai qu'on entend parler toutes les langues dans la rue, mais les gens globalement communiquent en anglais entre eux, y compris les locaux. C'est-à-dire que un Émirien qui va dans un magasin va demander le prix en anglais la plupart du temps. Instinctivement, c'est l'anglais. Alors c'est plus que instinctivement, c'est que c'est aussi l'idée que souvent les employés dans le magasin sont étrangers, donc et pas forcément arabes, donc ils vont parler en anglais. Donc on peut être dans ce pays sans parler arabe finalement. On peut passer 10 ans dans ce pays sans parler arabe, oui, bien sûr. Oui. Il n'y a aucune obligation, le gouvernement émirien n'impose aucune règle. Non, c'est un pays extrêmement ouvert donc sur les étrangers de 1000 manières différentes. Donc au niveau linguistique, il y a aucune obligation. Alors évidemment dans le pays l'arabe est une langue officielle, donc les panneaux doivent être en arabe. Mais pour ce qui est de s'exprimer dans une langue, il y a pas d'obligation. L'anglais est parlé vraiment partout. La plupart des Émiriens parlent anglais. Donc c'est pas vraiment un problème. Alors comment font ceux qui ne parlent pas anglais, ou alors très mal, en tout cas pour vivre, survivre, ou même simplement préserver leur patrimoine linguistique? Vous parlez des Émiriens. Alors les Émiriens qui parlent peu ou pas l'anglais, on va les trouver plutôt peut-être dans des régions excentrées. C'est vrai que lorsque l'on lesquels par exemple? Les Émirats les plus excentrés, si vous allez, c'est un pays, alors je sais pas pour ceux qui nous écoutent, mais c'est un pays désertique où vous avez une forte concentration de la population dans quelques aires urbaines, donc Dubaï, Abu Dhabi, Sharjah. En réalité, certains Émirats sont accolés puisqu'ils forment désormais une seule et même agglomération. C'est le cas de Dubaï, Sharjah, Ajman, tout ça se touche. Mais après, vous avez des régions vraiment excentrées avec des oasis dans le désert. Vous avez des régions montagneuses avec des vallées complètement isolées et des communautés locales qui y vivent. Vous avez des villages de pêcheurs sur le Golfe. Vous avez des villages de pêcheurs sur l'océan Indien parce que c'est un pays qui a deux mers, deux accès maritimes distincts. Donc vous pouvez effectivement vous retrouver dans des petites villes où des gens s'expriment peu ou pas en anglais. Alors comment font-ils? Je pense pas que ça leur pose de problème puisque l'arabe est omniprésent à l'écrit, que ce soit pour les panneaux de signalisation, pour les rapports avec l'administration, pour y compris tout ce qui est contractuel dans le secteur privé, etc. Donc il n'y a pas vraiment d'incidence pour eux, je ne pense pas. Mais à partir du moment où on arrive dans les grandes villes, là pour le coup c'est l'anglais. Et c'est l'anglais qui est largement parlé. Oui. Et ça pose pas de problème pour les familles, les enfants, tout le monde s'en sort finalement. Alors, je pense que, je sais pas si vous parlez des Émiriens ou des étrangers. J'aimerais bien continuer sur les Émiriens. Après, j'ai la même question pour. Alors, pour les Émiriens, c'est difficile. Je peux pas me mettre à leur place. Mais de ce que je perçois à mon niveau, c'est que l'anglais est enseigné dès les toutes petites classes. Donc je sais qu'il peut y avoir des problèmes de niveau d'anglais dans peut-être certaines régions du pays, mais globalement quand même la population émirienne parle anglais et s'exprime en anglais de manière véhiculaire, j'ai envie de dire. Alors inversement, est-ce que ça pose des problèmes pour pour les Émiriens, encore une fois? Alors, il y a dans certaines familles, certains jeunes ont tendance à s'exprimer en anglais, mais comme on le voit dans d'autres pays de la région, et je sais que ça existe aussi dans certains pays d'Europe, où les jeunes entendent on pose une question à un jeune en arabe, typiquement, il répond en anglais. Ça peut arriver dans certains cas familiaux. Bon, je pense que c'est vraiment un phénomène. En tout cas pour ce qui concerne les Émirats, parce que je connais d'autres pays autour où c'est un peu différent, mais aux Émirats, je pense que c'est quand même assez minoritaire, et là on parle de certains milieux sociaux moyens plus, vous voyez, qui sont peut-être touchés par ce phénomène, mais c'est assez mineur. Il suffit d'aller se promener dans un quartier le soir où il y a de la jeunesse locale, vous verrez que les jeunes se parlent en arabe, pas en anglais. Alors là, j'ai vu énormément d'Indiens. J'ai même visité quelques écoles indiennes. Et finalement,
eux parlent pas vraiment l'arabe, ou peut-être un peu, mais ils évoluent dans un bain multilingue, finalement très riche aussi. Oui, alors les Indiens, moi je connais pas bien la culture indienne elle-même, donc je la découvre ici depuis que je vis à Dubaï. J'ai des voisins indiens, donc j'ai des amis de mes enfants qui viennent jouer à la maison qui sont indiens, mais eux pour le coup déjà ont plusieurs langues, puisque l'Inde c'est un pays où il y a beaucoup de langues, donc les gens, j'entends beaucoup d'enfants parler en anglais. J'entends beaucoup de parents indiens qui parlent en hindi à leurs enfants, et les enfants répondant en anglais. Après, je sais qu'il y a, selon les communautés indiennes, il y a beaucoup d'Indiens qui viennent du sud de l'Inde ou du Kerala, etc., où sont parlées d'autres langues. Alors, je sais pas tellement comment ils se débrouillent avec ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles indiennes ici aux Émirats. Les Indiens d'un certain niveau social mettent souvent leurs enfants dans le système plutôt anglais ou américain, souvent anglais. Donc j'imagine qu'ils ont malgré tout des cours d'hindi, mais les Indiens, c'est clairement des gens qui parlent plusieurs langues, y compris dans le cadre familial. Il suffit d'écouter des jeunes parler avec leurs parents, et on voit qu'ils passent d'une langue à l'autre assez facilement. Et là, on parle d'écoles publiques ou privées ? Privées. Donc vraiment la totalité des étrangers qui vivent dans ce pays scolarisent leurs enfants dans des écoles privées. Pour ce qui est des Émiriens, les Émiriens sont dans leur immense majorité scolarisés dans le système public émirien, mais certains Émiriens, généralement de niveaux sociaux assez élevés, scolarisent leurs enfants plutôt dans le système généralement anglo-saxon, donc dans des écoles privées du système anglo-saxon. Le système français, par exemple, scolarise quelques Émiriens, donc il y a aucune limitation légale ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Et je pense que c'est 1%, quelque chose comme ça, d'Émiriens dans les écoles françaises. Les Français ou les Indiens ou les autres vont-ils dans le système public émirien ? Non, le système public émirien, c'est un système pour la population émirienne. C'est vraiment un système adapté à leurs besoins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les étrangers qui vivent aux Émirats, dont je fais partie, viennent ici lorsqu'ils sont en famille, dans le cadre d'un package qui inclut généralement, enfin c'est quasiment toujours le cas, les frais de scolarité, le housing, donc les frais de logement. Donc le système est fait de telle sorte que généralement, enfin la plupart du temps, les étrangers sont scolarisés dans des écoles internationales. Mais là, je voyais énormément de classes ouvrières et autres venant d'Inde. J'imagine qu'il n'y a pas de package pour eux. Finalement. Alors il y a un package, mais pas un package famille. C'est-à-dire que le package comprend le salaire, les assurances, etc. Mais les familles, les visas familles sont délivrés à partir d'un certain niveau de revenus. Donc c'est pour ça que vous voyez des écoles privées, des écoles internationales qui sont ouvertes aux étrangers, mais à partir d'un certain niveau social, qui n'est pas très élevé. Vous avez des classes moyennes de toute nationalité qui ont leurs enfants scolarisés ici, mais donc il y a des écoles avec, si je puis dire, pour toutes les bourses, vous voyez ici. Mais c'est vrai qu'en deçà d'un certain niveau social, les visas sont des visas individuels, c'est-à-dire que les travailleurs viennent travailler ici seuls, sans les familles. Alors, parlez-nous un peu de votre programme, finalement, qui est celui d'introduire ou de réintroduire le français dans les écoles, cette fois-ci publiques, oui, émiriennes, oui, pour les Émiriens. Oui. Pas pour les Indiens, même si... Pour les Émiriens, alors juste parce que le français est enseigné dans les écoles privées et les écoles internationales aux Émirats, donc on a à peu près entre 20 et 30 000 apprenants de français dans les écoles privées du pays, hors lycée français. On a en plus 20 000 apprenants de français dans les 7 lycées français du pays, mais dans le système public émirien, le français avait disparu des programmes, donc le projet actuel est de réintroduire, enfin, c'est plus qu'un projet, puisque nous avons depuis cette rentrée 8000 jeunes élèves émiriens qui apprennent le français au niveau débutant, des grades, donc c'est le système anglo-saxon, donc des grades de 9 à 12, ce qui correspond au niveau de 3e à terminale, dans des écoles qui sont exclusivement publiques. Voilà, et ce dans tous les Émirats.
Donc, d'accord. Donc là, au lycée, on fait du français langue étrangère. Exactement. Un niveau débutant et on essaie des Exactement. Et quelle est la motivation derrière ça? Est-ce qu'il y a un projet Alors, je pense qu'au niveau du pays, il y a un niveau d'ambition générale, comme je l'évoquais tout à l'heure, au niveau des langues. Donc, c'est un souci d'ouverture et un souci de, je pense, de formation de la jeunesse émirienne pour qu'elle puisse trouver des débouchés professionnels partout dans le monde, ou en tout cas, comme c'est un pays carrefour et un pays hub économique, pour que ces Émiriens puissent occuper n'importe quel emploi dans ce pays en lien avec des entreprises étrangères, par exemple. Donc je pense qu'il y a cette volonté-là qui est très forte. Il y a aussi une volonté stratégique. Je pense qu'il y a une vision à assez long terme, avec notamment les perspectives de business avec l'Afrique, par exemple. Je pense qu'à haut niveau, on sait que le français est une langue qui grandit assez vite, puisqu'on parle de 7 à 800 millions de personnes qui seront francophones en 2050, et le principal foyer de cette francophonie sera en Afrique, qui est aux portes des Émirats. Les Émirats, c'est sur la carte, c'est vraiment dans le monde arabe, mais en réalité, c'est vraiment entre l'Afrique et l'Asie. C'est un carrefour, y compris géographique. Voilà. J'ai pas vu beaucoup d'Africains, en tout cas. Alors, il y en a de plus en plus. Il y avait traditionnellement une forte communauté africaine plutôt de l'Est, donc plutôt anglophone. Et on voit de plus en plus d'Africains de l'Ouest qui viennent, donc francophones. De plus en plus. Notamment, on voit les chauffeurs de taxi, par exemple. C'est des métiers qui n'étaient pas tellement occupés par des Africains. Alors, c'est marrant parce qu'il y a une stratification ici par nationalité de certaines professions. Donc, je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de comptables pakistanais. Des comptables. Alors, donnez-nous quelques exemples. Et les taxis étaient aussi beaucoup pakistanais. Et on voit de plus en plus d'Africains, par exemple, qui deviennent chauffeurs de taxi. Voilà. Et quelles sont les autres professions occupées par nationalité? Bon, après, c'est vrai que les métiers du bâtiment, tous les manœuvres, etc., les ouvriers sur les chantiers, ce sont surtout des Asiatiques. Il y a de plus en plus de gens du nord du sous-continent indien, donc du Népal, des gens comme ça. Après d'Inde, bien sûr, du Sri Lanka, du Bangladesh. Beaucoup d'Asiatiques. Après, dans les restaurants, etc., on voit aussi beaucoup de Philippins, beaucoup d'Africains. C'est vraiment, on parle de 200 nationalités ici aux Émirats, donc c'est vraiment je ne sais pas si dans le monde il y a un endroit plus cosmopolite, c'est difficile à trouver, peut-être dans certaines villes américaines ou à Londres, mais c'est très difficile, je pense, de trouver plus cosmopolite qu'ici. Et la communauté française, voire francophone, alors quelle est-elle, quelle fait-elle? Alors, la communauté française est très importante, c'est un des pays où il y a une plus grosse communauté française à l'étranger. Il y a à peu près 30 000 Français ici aux Émirats, dont 25 000 à Dubaï, et on voit toute la société française. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants, il y a des jeunes qui arrivent avec une valise pour bosser dans des boîtes de nuit, des cafés ou des restos, puis il y a des tycoons dans le secteur privé, il y a des cadres dans plein de grosses boîtes, il y a à peu près 700 sociétés françaises ici. Il y a beaucoup dans la finance, puisqu'il y a un gros centre financier à Dubaï. Il y a vraiment tous les secteurs. Il y a des restaurateurs, beaucoup dans les métiers de bouche, beaucoup de choses. Vraiment tout secteur. Après, la communauté francophone, évidemment, est beaucoup plus large. Donc, on parle alors, les chiffres sont à prendre avec des pincettes, mais selon les documents, on voit de 100 000 à 300 000 personnes. Donc, on ne sait pas bien 100 000 à 300 000 francophones. Le curseur, mais ouais. C'est à peu près dans cette échelle-là. En fait, la communauté francophone, alors il y a beaucoup de Libanais ici, il y a beaucoup de Libanais, il y a beaucoup de Maghrébins, il y a, donc on le disait tout à l'heure, de plus en plus d'Africains de l'Ouest francophones et sahéliens aussi. Il y a des Canadiens, il y a des Belges, il y a des Suisses, il y a une école suisse ici par exemple. Oui, donc ça doit représenter beaucoup d'écoles francophones ou écoles. Alors pas tellement, il y a 7 lycées francophones aux Émirats, ce qui en fait, je crois, la cinquième communauté scolaire au monde en termes de nombre d'établissements. Donc c'est quand même pas rien. Il y a 7 lycées, dont 5 à Dubaï et 2 à Abu Dhabi. Puis après, vous avez, sans parler des alliances françaises, il y a 2 alliances avec des antennes et des projets de création d'antennes supplémentaires dans d'autres Émirats du pays. Et puis après, vous avez une école suisse à Dubaï. Après, je ne suis plus très sûr. Il y a des écoles libanaises, donc je pense qu'il y a des sections francophones aussi dans des lycées libanais. Voilà. Oui, j'ai vu c'est la FLEC, je crois. La FLEC, c'est un lycée français. C'est un lycée français. C'est parmi les 7 lycées homologués par ambassadeur.
Avec une origine, une connexion libanaise. Avec une connexion libanaise, la FLEC, voilà, qui existe, c'est une association qui est dans la région et qui effectivement gère des écoles dans le système français en convention avec la mission laïque française. Donc finalement, il y a une école pour tout le monde s'y retrouve. Il y a dans ce qui peut paraître comme une société morcelée, il y a aussi une logique qui fait que tout le monde a la chaussure à son pied et une école pour ses enfants. En fait, le problème ici, c'est pas tellement de ne pas trouver une école pour ses enfants parce que ce serait trop cher, ou c'est que son entreprise, son employeur, du jour au lendemain, vous disent ben voilà, je ne peux plus te payer par exemple de package famille. Donc soit tu repars chez toi avec ta famille, soit tu renvoies ta famille au pays et tu restes ici. Mais après, tous les gens qui sont ici avec un visa ont eu un package et financent la scolarité de leurs enfants. Ça fait partie du paquet. Voilà. C'est ça. C'est le système qui est en place. Alors, dites-nous aussi comment on fait la promotion du français et de la langue française dans ce pays. Alors, ça, c'est un sujet à la fois incontournable et compliqué. Pourquoi ? Parce que les Émirats, c'est plutôt un pays qui historiquement relève de l'ère anglophone. Donc c'est un pays dans lequel les Britanniques d'abord ont joué historiquement un rôle important. Du coup, beaucoup d'institutions publiques, pas seulement dans l'enseignement, sont structurées en fonction de références plutôt anglo-saxonnes. Donc c'est vrai que le français ici est en train de réémerger dans un milieu qui n'était pas acquis, disons, d'avance. Voilà. Donc le français, il faut le réimposer et convaincre nos amis émiriens de se mettre au français, notamment les familles, lorsqu'elles ont le choix de scolariser leurs enfants en français ou pas, ou de choisir le français ou une autre matière dans les écoles émiriennes, avec un certain nombre d'arguments que l'on utilise dans d'autres pays de la région aussi. Moi, j'étais en poste en Arabie Saoudite, au Liban, en Égypte. Donc, ces arguments, c'est de dire que les jeunes qui sortent du système scolaire avec non pas du bilinguisme, mais du trilinguisme, c'est-à-dire l'arabe, l'anglais et le français, ont une longueur d'avance terrible, c'est-à-dire qu'ils sont prioritaires. C'est vrai à tel point que même dans les universités anglo-saxonnes, par exemple, si je pense à l'université américaine de Beyrouth, lorsque les jeunes présentent leur dossier, des trilingues avec 3 cultures académiques sont pris en priorité parce qu'ils ont une manière de voir. Des gens, ils ont évidemment des facilités pour s'exprimer, mais également une manière de penser qui est différente et qui est très recherchée. C'est le out of the box. Ils ont une manière qui est très recherchée. Donc c'est une manière aussi d'expliquer. C'est-à-dire qu'on dit à nos amis émiriens, vous avez le scénario deuxième classe et puis vous avez le scénario première classe. Et le français, c'est clairement le scénario première classe. C'est-à-dire que tous les gamins qui sortent du système français ou qui sortent avec un bon bagage de français de leur propre système, par exemple le système émirien ou le système anglo-saxon, ils ont une longueur d'avance. Le français est une langue en plein boom. Ce sera probablement la 3e langue dans le monde d'ici une 30aine d'années. Je veux dire, c'est une langue importante pour le business. C'est pas une langue de salon. Voilà, c'est ce qu'on essaye d'expliquer. C'est très important pour l'avenir de ce pays, notamment compte tenu de son contexte géographique. C'est entre l'Afrique, qui sera le premier continent francophone du monde, qui l'est déjà en réalité, le Maghreb, le Liban, etc. Beaucoup de fonctions ici sont exercées par exemple par des Libanais qui ont cette facilité extraordinaire de passer d'une langue à l'autre avec beaucoup de facilité, de travailler dans un contexte anglo-saxon, de passer une heure après dans un contexte francophone où ils sont comme un poisson dans l'eau. Ils sont arabophones, ils comprennent parfaitement la culture. C'est pas qu'une histoire de langue, c'est aussi une histoire de culture, de valeurs et finalement d'adaptabilité. Donc finalement dans le monde moderne, le français est un atout considérable et particulièrement dans cette région. J'ai presque envie de retourner cet argument vers la France et la situation des arabophones en France, qui finalement sont peut-être pas aussi bien encouragés à développer cette langue, à développer l'arabe, et pour les raisons
que vous venez d'exprimer pour justement augmenter ses chances de réussir, d'être recruté ou autre. Vous avez un point de vue sur... Alors, c'est pas un sujet que je connais bien, donc j'en parle de manière un peu extérieure et café du commerce, je m'en excuse, mais disons que la perception que j'en ai, c'est qu'effectivement, on a des progrès à faire, alors pas que pour l'arabe, pour plein d'autres langues. On est en Europe, il y a une quarantaine de langues, dont une trentaine officielles. Enfin, l'Europe, c'est quand même un espace dans le monde où on devrait le plus être trilingue par nécessité, j'ai envie de dire, par nécessité de voisinage, de business, d'à peu près tout. Donc l'arabe, oui, effectivement, compte tenu de la communauté qu'on a, mais c'est vrai aussi pour le portugais, pour toutes les communautés étrangères qu'on a. Je crois que sur l'arabe en particulier, alors il y a j'ai compris qu'il y avait certaines ouvertures qui avaient été faites par le ministère de l'Éducation nationale. Alors c'est sûrement assez modeste, mais je pense aussi à une autre initiative qui a été lancée par l'Institut du monde arabe à Paris, qui est en train qui a créé un standard comme le cadre européen des langues. Vous savez, qui est le cadre d'enseignement et d'évaluation de toutes les langues européennes. Donc ce cadre est adapté au cas spécifique de la langue arabe, et c'est du coup maintenant vous pouvez passer des examens standardisés avec le fameux A1, B1, A1, A2, B1, B2, C1, C2 en arabe à l'Institut du monde arabe, et c'est un modèle qui a été fait en collaboration avec d'autres pays du bassin méditerranéen, donc qui, je pense, sera utile. Disons que ça répond pas totalement à votre question, mais ça montre qu'il y a quand même une certaine ouverture, et j'espère que ça ira évidemment plus loin. Ce serait voilà. Et c'est pas forcément ça, c'est très important, surtout de la part de nous Français qui scolarisons dans le monde beaucoup une majorité d'étrangers en réalité. Nos lycées francophones ont 50, 60, 80 nationalités, y compris à Dubaï, mais pas seulement. Je pense que c'est important aussi de dire que si on introduit l'arabe en France, on peut être corse et apprendre l'arabe, vous voyez, c'est pas gênant, c'est au contraire, c'est un signe, c'est un atout. C'est pas forcément uniquement pour les communautés issues de ces pays-là, qu'elles soient de la première, deuxième ou quatrième génération. C'est aussi pour les natifs ou pour les autres. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage très très intéressant. Donc, merci beaucoup. Les relations entre les Émirats et les pays francophones sont riches et fructueuses, et elles vont en s'intensifiant. De nombreuses sociétés françaises, suisses ou maghrébines s'installent à Dubaï, à Abu Dhabi ou à Sharjah, et l'Afrique intéresse de plus en plus les investisseurs émiriens. En 2010, les Émirats ont d'ailleurs rejoint l'Organisation internationale de la francophonie, ouvrant de nombreuses perspectives de coopération avec les pays francophones. Merci à Emmanuel Samartin de French Morning et à Zara Punawala pour le montage. À bientôt sur Révolution Bilingue.